Dans la série Le Philosophe et ses questions, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Cicéron des lois avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, et l'historien Alexandre Adler, géopolitologue. Et à la régie, notre ami Philippe Sinclair. Bonjour chers amis. Donc nous continuons aujourd'hui notre enquête sur Cicéron, dont nous avions déjà parlé à propos de la République. Alors pourquoi, au fond, Cicéron revient-il d'actualité? Peut-être, principalement, parce que c'est un homme, je vais le développer un peu plus, qui a vécu au moment des tourments de la République. Il a connu le populisme, Marius et Sylla, la montée de l'Empire, et qui allait emporter la République et l'emporter lui aussi. Et aussi parce que nous connaissons, au fond, des difficultés semblables de la République, et par conséquent, sa réflexion nous intéresse. Je dois dire que depuis toujours, les littéraires, en quelque sorte, ceux qui ont fait des humanités s'intéressent à Cicéron, qui est revenu à la Renaissance. Mais aujourd'hui, ce sont les philosophes qui ont décidé de mettre Cicéron au programme de l'agrégation de philosophie. C'était déjà le cas en 2010, au fond sur le même plan quasiment que Kant. Et par conséquent, nous commençons aujourd'hui par un texte, des lois, tiré des lois, que va nous lire notre ami le doyen Guéry. Cher François. Cicéron, des lois. Cet animal si prévoyant, si pénétrant, si composé, doué de sagacité, de mémoire, de raison, de conseil, et que l'on appelle l'homme, a été engendré par le Dieu suprême avec une noble destinée. Seul de tant d'espèces et de nature d'animaux, il est participant de la raison et de la pensée, tandis que les autres en sont tous dépourvus. Or, qu'y a-t-il, je ne dis pas dans l'homme, mais dans tout le ciel et la terre, de plus divin que la raison? La raison qui, lorsqu'elle a pris sa croissance et son perfectionnement, se nomme proprement la sagesse. Il y a donc, puisque rien n'est meilleur que la raison, et que la raison est dans Dieu et dans l'homme, une première société de raison de l'homme avec Dieu. Or, là où la raison est commune, la droite raison l'est aussi. Et comme celle-ci est la loi, nous devons, par la loi, nous regarder, nous autres hommes, comme en société avec les dieux. Certainement, là où il y a communauté de loi, il y a communauté de droit, et ceux que lit une telle communauté doivent être regardés comme de la même cité. Bien plus encore, s'ils obéissent aux mêmes volontés et aux mêmes puissances. Or, ils obéissent à cette céleste ordonnance, au divin esprit, au Dieu tout-puissant. De sorte que tout cet univers doit être considéré comme une société commune aux dieux et aux hommes. Et tandis que, dans nos cités, pour une raison dont il sera parlé en son lieu, il y a des distinctions d'état entre les familles d'une même race, dans la nature, un ordre plus relevé et plus beau lie les hommes aux dieux et par la race et par la famille. Cicéron, des lois, livre 1. Merci beaucoup, cher François. Alors, avant de commenter ce texte, n'est-ce pas, qui est si intéressant, où Cicéron examine quel est le véritable fondement de la loi, eh bien, je voudrais rappeler quelques indications sur sa personnalité et sa vie, parce que Cicéron, il faut bien dire, c'est un nom aussi célèbre qu'en vérité, il est peut-être méconnu. Cicéron, n'est-ce pas, est connu, bien entendu, comme l'un des plus grands, sinon le plus grand orateur de Rome. Et il en est fait, ayant vécu de 106 à 43 avant Jésus-Christ, il a en effet traversé les différents moments de la République, et il a été peut-être l'un de ces derniers, de ses partisans les plus motivés et les plus ardents. Et ça explique peut-être sa renommée à éclipse. En vérité, il a été oublié pendant toute la période du Moyen-Âge. Il est revenu à la Renaissance, grâce notamment à Pétrarque et à Poggio Bracciolini, qui ont retrouvé ces textes. Mais on peut dire qu'il a dominé, n'est-ce pas, la culture classique européenne, où on enseignait absolument toutes ses œuvres. Au 19e et au 20e siècle, n'est-ce pas, c'était moins évident. Et si on regarde qui sont les critiques de Cicéron, on verra que ce sont des gens qui n'étaient pas nécessairement
au fond, de très ardents partisans de la République contre l'Empire, comme lui l'a été. Mommsen, par exemple, l'a critiqué très fortement. Jérôme Carcopino, un très grand helléniste et latiniste, mais qui était ministre de l'Éducation à Vichy, l'ont attaqué sur sa personnalité. Alors, disons quelques mots de sa carrière. Cicéron faisait partie d'une famille équestre, mais c'était assez modeste. Il était un homo novus. Il s'est allié par mariage, son premier mariage, à la grande famille Terentia. Mais il a fait quand même toute la carrière des honneurs jusqu'à consul. C'est le premier consul qui n'était pas d'une véritable origine patricienne. Questeur en 75 avant Jésus-Christ, puis édile, puis préteur, enfin consul l'année 63 où il a remporté ses plus grands succès, non sans avoir été auparavant un juriste et un avocat, n'est-ce pas, qui a prononcé les plus grandes plaidoiries que François, que nous trois, n'est-ce pas, nous avons tous apprises dans notre enfance, les Catilinaires, les Vérines, et même le Pro-Milonnet, et des procès qu'il a pour l'essentiel gagné, et qui lui a assuré une réputation vraiment de premier plan. Pourtant, à partir de l'année 58 avant Jésus-Christ, les ennuis ont commencé. D'abord, il avait vécu, n'est-ce pas, les rivalités populistes contre Rome avec Marius et Sylla. Puis ensuite, sous le triumvirat, il a été lâché par Pompée et attaqué par les tribuns de la Plède, notamment Claudius, qui lui ont confisqué tous ses biens, qui lui ont pris toutes ses villas. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est retiré à la campagne pour écrire un certain nombre de réflexions philosophiques et politiques. Revenu et rétabli dans ses possessions, en quelque sorte, par l'appui de César, dans un premier temps. Eh bien, il est devenu ensuite proconsul de Cilicie, c'est-à-dire toute l'Asie mineure, et finalement, après quoi, il a continué ses réflexions politiques et philosophiques au moment de la montée de la guerre civile, d'abord entre César et Pompée, ensuite entre les assassins de César et puis ceux qui le soutenaient. Et après cet assassinat de César par Brutus et Cassius, dont il était proche, il a été à son tour assassiné par les sbires de Marc-Antoine. Octave, dont il s'était rapproché regardant ailleurs, et en fait, il ne se l'est peut-être pas tout à fait pardonné. Il y a une lettre d'ailleurs de Cicéron à Octave, puisqu'il a rétabli son fils au Sénat, n'est-ce pas, au Sénat. Alors, Cicéron, donc, s'est intéressé, si vous voulez, à la loi. Et donc, j'en viens, si vous voulez, au texte, le traité des lois, qui suit, n'est-ce pas, le livre sur la République. Cicéron situe le dialogue qui constitue ce traité dans sa villa d'Arpinum. D'ailleurs, on appelle quelquefois Cicéron l'Arpinate à cause de ses villas, comme de même qu'un autre ouvrage, les Tusculanes, au fond, est exposé à partir d'un dialogue dans sa villa de Tusculum. Et bref, il s'agit pour lui d'embrasser, au fond, le droit, le fondement du droit, non seulement le droit civil, mais la nature du droit et la notion de l'homme. Bref, de trouver un fondement véritablement philosophique au droit. Certes, n'est-ce pas, le droit divin de la loi qui est, dit-il, la force de la nature, l'esprit est, comment dire, au cœur de la sagesse, et la règle du droit et de l'injuste, tout cela forme l'ensemble de la loi. Mais si l'on veut garder la République telle que Scipion l'avait imaginée au temps des grandes institutions républicaines, il faut chercher, explique-t-il, le droit dans la nature. Le droit naturel est d'abord dans la nature de l'homme. De là, au fond, sa démonstration. L'homme est un animal doué de sagesse et même de raison, et il participe par cela, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu. C'est sa raison qui le fait rentrer en contact avec Dieu, c'est-à-dire avec la loi divine, par quoi, au fond, il y a, dit-il, une raison qui est commune
qui forment une société commune à Dieu et à l'homme. Et quand je dirais une société, on ne traduit pas vraiment le terme latin qui est civitas, c'est-à-dire, il faudrait plutôt le traduire par une cité commune, n'est-ce pas, au fond, une politique, une citoyenneté commune entre Dieu et l'homme, et une première société de raison. Et cette première raison commune à Dieu et à l'homme, eh bien, est le fondement de la raison du droit. Alors, qu'est-ce que c'est, cette communauté entre, au fond, la loi de la nature ou de Dieu et l'homme? Eh bien, c'est, dit-il, la loi naturelle. La loi naturelle, la communauté de la nature et de l'homme avec Dieu a pour point commun, eh bien, la nature même de l'homme et la nature de l'univers. Cicéron dit encore que l'univers est au fond une cité commune à Dieu et à l'homme, et le droit naturel, c'est quelque chose de différent de cette loi naturelle. Parce que le droit naturel, c'est la communauté de droit des hommes entre eux. Donc, première distinction qui existait déjà d'ailleurs chez Aristote, mais qui est réexposée ici, entre la loi naturelle et le droit naturel. Qu'est-ce que c'est que le droit? Et le droit fonde une communauté entre les hommes, une communauté civile, et mais Cicéron fait un pas de plus par rapport à des idées, disons, positivistes du droit, que le droit, c'est ce qui régit les rapports du juste et de l'injuste ou de la distribution des biens entre les hommes. Et il ajoute quelque chose, un moment supérieur. Il y a plus haut que cette communauté civile, parce qu'au-delà, n'est-ce pas, du droit civil entre les familles et les peuples, il y a un droit, une loi dans la nature entre toutes les communautés et tous les hommes, et donc c'est cet ensemble de lois naturelles qui est un rapport entre la loi divine et la raison humaine. Donc vous voyez, on doit à Cicéron des concepts qui auront évidemment une grande importance dans la philosophie politique moderne, n'est-ce pas? Le droit naturel qu'on retrouve chez Hobbes, chez Locke, et la loi naturelle qui régit les rapports au fond de l'homme à la nature. Et je dirais qu'elle est même encore au principe aujourd'hui des discussions que nous avons avec les écologistes, n'est-ce pas? Les écologistes reprochent à la communauté civile, au droit civil, de ne pas tenir compte d'une certaine loi de nature. Alors, de là les questions que je veux... d'ailleurs, je peux encore rajouter quelques indications. C'est que le droit naturel, la loi naturelle, c'est l'idée d'un droit qui respecte une règle de nature. Et donc, je vous disais, cette loi naturelle a déjà été exposée par Aristote, notamment dans la rhétorique. Mais Cicéron dit encore, la loi n'est pas une invention de l'esprit humain ni un décret des peuples, n'est-ce pas, mais quelque chose d'éternel qui gouverne le monde entier, montrant ce qu'il est sage d'interdire ou de prescrire. Cette loi est l'esprit de Dieu promulguant des obligations et des défenses également rationnelles. Et il ajoute qu'il y a, c'est toujours dans le De Legibus, le livre 2, qu'il y a une seule et même loi éternelle et immuable qui régit toutes les nations en même temps. Il y a pour l'enseigner et la prescrire à tous un Dieu unique. Donc, vous voyez, une loi à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la nature et à l'échelle de l'humanité. Et enfin, la loi, en effet, est la force de la nature, elle est l'esprit, le principe directeur de l'homme qui vit droitement la règle du juste et de l'injuste. Et c'est ainsi que pour Cicéron, eh bien, la loi naturelle est au fondement du droit. Alors, je vais me tourner pour poser un certain nombre de questions. Ma première question sera à Alexandre. Cher Alexandre, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éclaircissements sur le contexte historique qui a permis à Cicéron, finalement, de retrouver cette grande idée de la philosophie aristotélicienne et surtout d'avoir cette conception du droit et de l'importance du droit dans la République? Eh bien, c'est étonnant, c'est un peu dans l'univers. Comme ces poupées russes qui sont la petite poupée est toujours exactement sur le même modèle que la plus grande et ainsi de suite. Eh bien, au fond, les problèmes que se posait la Grèce classique avant les conquêtes d'Alexandre se sont retrouvés comme reproduites dans la Grèce hellénistique, mais différemment. Pourquoi différemment? Parce que, alors la Rome évidemment est impactée, mais justement Rome va essayer de réfuter ce qui ne lui plaît pas, justement, dans cet héritage grec. Or, qu'est-ce que c'est l'héritage hellénistique? Oui.
Alors, en apparence, c'est la monarchie. Car, bien entendu, ce qui a amené la véritable promotion de la Macédoine de Philippe II, et bien entendu, Démosthène a été le dernier orateur attique à s'y opposer, de même qu'Aristote a été le précepteur, avec d'abord l'homme de confiance de Philippe II, puis le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc il est totalement acquis. Non pas, en fait, à une disparition de la démocratie athénienne, car c'est un Athénien, même un Athénien pied noir, des clérouquis, des régions périphériques, mais c'est encore quand même un homme qui aspire profondément à la liberté athénienne, mais qui veut la combiner avec la recherche de la puissance que a permis seulement la Macédoine, et permis ainsi d'abattre ce qu'il considère comme le despotisme oriental, celui de la Perse. Mais vous qui connaissez bien Rome, là vous nous racontez l'histoire de la Grèce, elle est certainement fondamentale, mais à Rome, pourquoi c'est si important pour Rome, les Romains se trouvent confrontés, bien entendu, petit à petit, après les guerres puniques, à une domination progressive sur le monde grec. Voilà. Et dans le monde grec, eh bien, ils voient qu'il n'y a que des monarchies. Et Rome n'accepte pas cette idée de la monarchie. Les cités libres sont complètement en Le Sénat et le peuple romain ne peuvent pas accepter de se soumettre à un système monarchique. Il va finir par le faire. Mais ça met un certain temps. Et avant cela, eh bien, Rome va essayer d'abattre les monarchies exactement comme la République française, en son temps, a abattu toutes les monarchies. Ce qu'il y avait sur son passage, ça a été l'immense travail des conquêtes républicaines françaises. En Europe. Dans l'Europe. Enfin, d'abord en Italie, puis ensuite en Allemagne. Eh bien, de la même manière, nous avons aujourd'hui, dans l'Antiquité, ce même processus. À Rome, donc. C'est-à-dire que les Romains ont commencé à voir et à sous-peser ces monarchies hellénistiques qu'ils détestaient les unes comme les autres. Et d'ailleurs, de la même manière que sur le plan militaire, la Légion romaine est une progression énorme par rapport à la phalange grecque, qui jusque-là semblait invincible, et avait permis à Alexandre le Grand des conquêtes extraordinaires jusqu'en Inde. De la même manière, eh bien, cette Légion romaine est la métaphore sur le plan militaire de ce qui est déjà l'idée romaine sur le plan politique, abattre petit à petit ces trônes, ou en tout cas les amodier. Et donc, on voit d'ailleurs qu'il y a des différences. On voit que l'Égypte, grâce à Alexandrie, est devenue, tout en étant une monarchie apparemment absolue, celle des Ptolémées, elle est en fait et alors, déjà gérée par... Et le point de vue de Cicéron là-dedans, comment vous le comprenez? Eh bien, Cicéron, évidemment, allie notamment tout ce qui vient de la littérature grecque. Il essaie d'être le passeur de cette littérature, il l'a comprise, et il pense que, par ailleurs, il n'y a rien de plus grand que la République romaine, et que donc il faut certainement vivre avec ces monarchies, l'idéal étant Pergame, qui quasiment s'est donné au Sénat, au peuple romain, mais il faut également les faire dépérir les unes après les autres, exactement comme on a abattu Hannibal, qui représentait le despotisme éclairé, peut-être, commercial, mais de la grande République carthaginoise. Et donc voilà le but, évidemment, clair de Cicéron, qui a lu Aristote. Bien, comment peut-on faire pour, petit à petit, digérer et soumettre ces différentes entités à un concept romain d'impérium qui lui-même reste compatible avec la souveraineté du Sénat et du peuple romain. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, François, je me tourne vers vous pour vous demander comment, à votre tour, vous mettez en relation, n'est-ce pas, cette analyse du fondement du droit, cette distinction entre le droit naturel et la loi naturelle. Est-ce que vous y voyez le signe, par exemple, d'une extension à l'univers, comme celle qu'on va déjà chez les stoïciens, une vision, disons, beaucoup plus large, n'est-ce pas, de l'ensemble de l'univers. Comment vous interprétez ces conceptions de Cicéron et en quoi elles ont une actualité aujourd'hui? Ce qu'il faut comprendre là, c'est que cette loi de nature
n'est pas du tout une loi qui régirait ce que nous appelons la nature et qui comprend notamment les animaux, puisque précisément, il distingue dès le départ la nature de l'homme et la nature des animaux. Donc la formule, par exemple, a été engendrée par le Dieu suprême avec une noble destinée, indique que tout ce qui va être dit ensuite sur cette communauté ou cité où l'homme est en cité avec Dieu par la loi, par la raison, etc., tout ça donc ne concerne que le monde humain. Donc c'est une cosmopolitique et pas un ensemble cosmique. On pense en fait à la cité de Dieu d'Augustin, ou plus exactement sans doute Augustin y a pensé, et puis Kant. La critique de la raison pure, pratiquement, ça pourrait être écrit par Kant si c'était dans autrement agencé, dans un autre style, etc. L'idée même d'une raison pure est là, si on veut. Oui, mais alors, vous voyez, je n'irai pas jusque-là, parce que ce n'est pas un texte kantien, parce que Kant, lui, vraiment, n'est-ce pas, met la nature, si vous voulez, des animaux à part. Ce n'est pas le cas chez Cicéron. Il fait de la nature humaine. Il le dit explicitement. Oui, mais il sort pas l'homme de la nature. Il fait de la nature humaine quelque chose de différent des natures animales, en particulier par là, comme il le dira encore, par la ratio et l'oratio, c'est-à-dire le discours et le langage, mais l'homme est encore dans la nature, il est dans la nature. Il n'est pas sorti de la nature. Rationnelle, voilà. C'est quand même ce qui est dit ici. Sa nature... Il est lié à Dieu par la raison, mais il n'est pas hors de la nature. Là, en tout cas, ce point n'est pas abordé ici. Mais moi, je voudrais quand même faire une brève réflexion. C'est accablant pour les cités effectives. Ah, oui. Accablant. Parce qu'en réalité, nul n'obéit à Dieu et à la loi en tant que telle et en tant que raison divine. On obéit à des gens, y compris d'ailleurs à des institutions. Or ici, il y a une condamnation tout de même très très radicale de cité où on obéirait à un homme. Et alors évidemment, Cicéron, lui, s'en est pris à Catilina, a été ensuite débordé par les menées de César et de Pompée, finalement écarté, même et même lâché assassiné. Par Octave. Donc il était effectivement déchaîné tout le temps, et à partir de son idéalisme, si je puis dire, contre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le pouvoir personnel. L'idée d'un pouvoir personnel est absolument ce qui est ici oui, mais c'était plus que ça, c'était un pouvoir despotique, parce que, que le pouvoir personnel, c'est-à-dire la monarchie... Si on obéit à la raison, on obéit à Non, mais Dieu, la monarchie fait partie des gouvernements tout à fait légitimes de la République, n'est-ce pas, dans la politique aristotélicienne. On peut avoir le gouvernement d'un seul. C'est pas un pouvoir personnel qui est en cause, c'est un pouvoir despotique. Le gouvernement d'un seul est néanmoins François, laissez-moi terminer là. C'est un pouvoir despotique, c'est un pouvoir qui n'est plus fondé sur la loi. C'est-à-dire qui est fondé sur le simple et brutal rapport de force. C'est ça qui est visé. Mais là encore, évidemment, il y avait une confusion entre les monarchies et les empires. Mais au fond, les diadoques qu'avait mis en place l'empire d'Alexandre faisaient partie de l'empire. C'est l'opposition entre la République et l'empire, beaucoup plus que l'opposition entre la République et la monarchie. C'est si vrai que pour ne pas apparaître comme impérial au sens aristotélicien du terme, on a inventé l'idée du princeps, du principat, primus inter pares, mais qui n'est pas la dictature provisoire, puisque le dictateur, c'est les plus vertueux sont une fois la guerre gagnée, on retourne à leur champ, ont rendu voilà. Et deuxièmement, c'est aussi toujours la pluralité, puisqu'il y a 2 consuls. Oui. Ce qui d'ailleurs donnera des ennuis très importants pendant les guerres puniques, mais 2 consuls. Oui. Et on ne laisse jamais un seul. Oui. Alors ça, donc vous rejoignez ce que dit notre ami François. Et Marielle, et vous, qu'est-ce que vous pensez de Cicéron, le droit et la loi? C'est important, n'est-ce pas, même dans la relation médicale. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de la loi et le droit? Ce qui est quand même extrêmement frappant dans ce texte, c'est à quel point Dieu, chez ce Romain, qui n'est pas monothéiste théoriquement, et quand même c'est presque monothéiste, si ça n'est pas tout à fait. Voilà. Bien sûr. Moitié. Je crois qu'il n'est pas supposé l'être, mais il l'est. Bon. Oui. Alors la question, c'est que aujourd'hui, est-ce que on est monothéiste? Je crois qu'aujourd'hui, il y a du monothéiste, il y a des monothéistes, mais que le champ du politique et du social
admet que, disons, il n'y a plus de Dieu qui nous gouverne, quoi. C'est quelque chose qui est privé, la religion, mais on n'est pas supposé, dans un État démocratique, être entièrement dirigé par l'alliance entre l'homme et Dieu. Oui, mais alors, vous voyez... c'est quelque chose qui actuellement... Sauf chez Robespierre. Oui. L'être suprême. Vous savez, François a rapproché, je ne le suivais pas tout à fait, Cicéron de Kant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rapprocher là, ici, Spinoza, et d'ailleurs Cicéron, pardonnez-moi, au fond des théoriciens du XVIIe siècle, qui voyaient dans Dieu un Deus sive natura, c'est-à-dire une loi d'une grande force, n'est-ce pas, qui a donné plus tard la force d'un être suprême qui agit dans la nature. Oui, non, mais j'entends bien. Oui. Mais je crois que ce à quoi nous assistons actuellement, à savoir le dérèglement de la nature, nous montre que la nature, elle a ses propres lois indépendantes d'un Dieu. Oui. Et mais que d'une certaine façon, ça ne suffit pas de penser que Dieu règle tout, parce qu'en réalité, elle a des lois indépendantes et que il faut bien on va devoir l'accepter et faire avec. Sans parler des miracles. Oui, alors nous en restons là, puisque nous en terminons là. Et donc nous continuerons notre investigation sur la pensée philosophique de Spinoza la semaine prochaine. Spinoza, pardonnez-moi, j'ai vraiment Spinoza en tête, Cicéron et la philosophie. Je vous remercie.